Bonjour, je suis Brandon Earp, chirurgien de la main au Brigham and Women's Hospital à Boston. Je vais parler de la fixation des fractures du radius distal et proposer des conseils pour le plaquage volaire. Voici ce que j'ai dit. Voici ma clause de non-responsabilité. J'adore traiter les fractures du radius distal et l'ORIF de ces blessures est une de mes procédures préférées. J'aime utiliser les plaques de verrouillage volaires et la plupart des fractures du radius distal nécessitant une chirurgie sont mieux traitées ainsi. Je préfère une seule opération plutôt qu'une deuxième pour retirer le matériel. Plus de 90% des fractures du radius distal opérées ici le sont de cette façon. Voici certains de nos objectifs d'apprentissage que nous allons revoir. En arrière-plan, le radius est l'os du bras le plus souvent fracturé, représentant une part significative des visites aux urgences. La répartition par âge est bimodale. Les jeunes patients, généralement en bonne santé, ont tendance à subir des blessures à haute énergie, tandis que les patients plus âgés et plus fragiles ont tendance à subir des blessures à basse énergie. Des blessures comme une chute sur un poignet tendu, l'incidence de ces blessures augmente sur le site, à cause de l'ostéoporose dans notre population. L'anatomie musculaire radiulaire distale est complexe et magnifique. Elle débute à l'évasement métaphysaire, une surface articulaire biconcave et triangulaire avec un sommet à la styloïde et une base à la druge. Il y a deux facettes, l'échancrure sigmoïde et l'échancrure lunaire. L'encoche sigmoïdienne est aussi présente. Les variantes de l'ulna, quand on pense à quoi chercher. En ce qui concerne les fractures et le moment de les réparer, nous débutons par de nombreux paramètres radiographiques que nous allons examiner en détail. Il existe des variations normales parmi les patients, mais lorsque l'on observe une variance positive significative du cubitus, cela indique généralement que le radius distal est raccourci. Nous devons prêter attention à ces différences pour déterminer le meilleur moment pour intervenir. Nous analysons aussi l'inclinaison radiale, qui est censée être à peu près de 22 degrés en temps normal. Si elle est devenue plus plate, cela indique que nous l'avons perdue et qu'il est essentiel de rétablir la hauteur radiale pour corriger cela. L'inclinaison dorsale, également appelée bascule dorsale, est normalement d'environ 11 degrés d'angulation volaire. Quand l'angulation dorsale commence à augmenter, cela peut avoir un impact sur la mécanique du poignet. Cela peut aussi indiquer aux patients qu'ils doivent envisager une intervention chirurgicale. En ce qui concerne le décalage articulaire, il existe des espaces entre les fragments de la fracture dans l'articulation. Dans ces espaces, il peut y avoir des blessures causées par un enfoncement ou un poinçonnement. Ces lésions doivent être traitées. Quand il y a des lésions associées, comme la combinaison dorsale, cela indique une mauvaise intégrité ou un soutien structurel pour toute réduction à court terme possible. Qu'il y ait des fractures de la styloïde cubitale ou d'autres lésions. Réfléchissons-y simplement. Parfois, l'imagerie complémentaire est utile. Elle est coûteuse, donc pas toujours faite. Je demande souvent une tomodensitométrie si besoin. Cela indique généralement un schéma de fracture complexe, et je veux comprendre ce schéma, évaluer d'autres lésions du carpe et planifier la chirurgie. Mais je le fais rarement. L'IRM est presque jamais utilisé, mais peut révéler d'autres lésions des tissus mous. Il y a des personnes qui peuvent décider de le faire un peu plus fréquemment que moi, peut-être même de manière plus régulière. Ainsi, quand nous réfléchissons aux indications chirurgicales et que l'on commence à remarquer une augmentation de l'angulation dorsale, un raccourcissement ou une variance ulnaire positive, un décollement de la surface articulaire, une perte de l'inclinaison palmaire ou une congruence droge, nous envisageons l'intervention chirurgicale. Les paramètres du patient jouent également un rôle important. Par conséquent, les patients actifs et plus exigeants qui souhaitent retrouver leur vie quotidienne ont besoin d'une intervention chirurgicale. En cas de fracture ouverte ou de syndrome du canal carpien aigu, ces patients doivent être opérés. En cas de fracture ouverte ou de syndrome du canal carpien aigu, ces patients doivent être opérés. Mais aussi, quand vous pensez au déplacement initial, plus il est grand, même avec une bonne réduction, plus le risque d'un nouveau déplacement est élevé pendant la guérison. Avec comminution, le soutien structurel est faible. Si la réduction se perd en 1 ou 2 semaines, et bien sûr, pour une fracture ouverte ou un syndrome du canal carpien aigu, ces patients doivent aller en salle d'opération. Hier soir, j'ai à nouveau pratiqué sur un patient qui s'est présenté avec un syndrome du canal carpien aigu. L'âge joue un rôle crucial.
Bien qu'il soit relatif, il existe des patients âgés qui sont extrêmement dynamiques, tandis que certains plus jeunes ne le sont pas du tout. Cependant, il est essentiel d'impliquer activement le patient, ainsi que sa famille, dans le processus de prise de décision. Nous savons que chez les patients plus âgés, ils peuvent tolérer des degrés importants de malignité tout en obtenant d'excellents résultats. Il est donc important d'avoir une discussion sur les options centrées sur le patient à l'adresse. La justification biomécanique de la plaque de verrouillage volaire est que vous avez cette plaque volaire qui repose sur la corticale volaire, puis vous avez ces vis de verrouillage qui traversent la plaque et se verrouillent en créant un dispositif à angle fixe. Dans la plupart des implants, certains s'orientent dans cette direction pour soutenir la surface articulaire dorsale et d'autres vers l'arrière pour soutenir la surface palmaire. Ensemble, ils créent un berceau soutenant les fragments de fracture sous-chondrale pendant que tout guérit, même avec une perte osseuse métaphysaire importante. Vous voyez ici comment les vis soutiennent la surface articulaire. L'exposition chirurgicale implique une incision sur le FCR. Ici, vous voyez le FCR. L'artère radiale est radiale, le nerf médian est ulnaire et une branche cutanée palmaire traverse parfois la gaine du FCR. Soyez donc prudent et attentif. Vous commencez par inciser la gaine du FCR, puis vous écartez le tendon. Ensuite, vous passez par la base de cette gaine, juste en dessous, où se trouve le FPL, que vous rétractez en direction ulnaire. Après cela, vous pouvez observer le muscle pronator quadratus. Souvent, il faut démonter le PQ. Parfois, il est déchiré par la blessure, mais je l'abaisse le long de l'aspect radial, en protégeant l'artère radiale, puis en direction distale. Je dis à mes résidents de couper du côté cubital au radial pour éviter le nerf médian, même protégé. Veillez à ne pas pénétrer dans l'articulation. Vous avez donc la possibilité de palper délicatement avec un petit crochet d'Adson. Vous pouvez réellement ressentir, ou bien c'est similaire à une aiguille. Vous avez la capacité de percevoir précisément où se trouve le low surface articulaire. Je tente de réparer le PQ sur la plaque dysplasique, surtout dans la région cubitale, où les tendons sont très superficiels. Si vous laissez un petit bourrelet de tissu, vous pouvez réparer le PQ par-dessus, bien que cela ne soit pas prouvé cliniquement. Toutefois, je crois personnellement que c'est probablement pertinent. Et je m'efforce de corriger le problème de qualité concernant la dysplasie de la plaque, surtout dans la région cubitale où les tendons apparaîtront immédiatement en surface. En chirurgie, je fais ma réduction, fixe la plaque avec des broches en C et vérifie avec la flore que c'est satisfaisant. Vous pouvez faire votre réduction, stabiliser la fracture avec des broches de K, puis mettre la plaque. Souvent, je m'assure de pouvoir obtenir une bonne réduction et je pose la plaque avec des broches en C. Puis je réduis la fracture à la plaque en l'utilisant comme gabarit. Mais c'est aussi un choix stylistique. Le choix. Une fois la plaque en place et sa position confirmée, j'utilise une vis corticale pour la serrer sur la diaphyse palmaire. Puis, je réduis le segment distal en fléchissant le poignet vers le bas dans la plaque. Je mets quelques fils, puis des vis à l'aspect distal. Avec quelques vis de verrouillage distal et une vis dans la diaphyse, je vérifie à nouveau ma fluoroscopie. Car je préfère éviter trop de vis. Je crois que vous avez un biais de confirmation par rapport à ce que vous avez déjà réalisé. Les gens ont tendance à se contenter d'un résultat satisfaisant parce qu'ils n'ont pas envie d'enlever trop de vis. Si vous ne devez en retirer que quelques-unes, cela ne pose pas de gros problèmes. Mais si vous devez en retirer 10, vous serez beaucoup moins enclin à le faire. Il est donc important de vérifier au fur et à mesure que vous êtes satisfait et que vous prenez les bonnes décisions pour votre patient. Ensuite, placez les autres vis. Leur placement est crucial. Il existe plusieurs façons d'avoir des problèmes avec les vis. Elles ne doivent pas dépasser sur le plan dorsal, car elles peuvent blesser les tendons extenseurs. Les plus cruciales sont distales, mais les vis de la tige peuvent aussi dépasser. Donc, elles ne doivent être ni longues, ni distales. En général, je perce uniquement jusqu'au cortex arrière. Vous pouvez utiliser ce forêt à grande vitesse et toucher le cortex arrière sans le traverser. Ensuite, en utilisant la jauge de profondeur, vous avez la possibilité de mesurer et de ressentir le cortex dorsal. Si celui-ci est intact, vous pouvez continuer, mesurer soigneusement et insérer vos vis. Cependant, si vous constatez une perturbation à l'endroit de votre mesure et que vous vous retrouvez dans les tissus mous ou que vous avez percé la corticale, il est important de soustraire légèrement de votre mesure pour éviter que vos vis ne soient trop longues. Vous avez également la possibilité de vérifier la vue d'ensemble qui se situe ici à gauche. En fléchissant le poignet et en tirant ainsi, on voit la corticale dorsale. Cela montre le cortex dorsal du radius distal.
Une autre méthode est la vue carpienne par transparence. Étendez le poignet, faites pareil et voyez la corticale dorsale pour vérifier que vos vis ne passent pas. De plus, les vis ne doivent pas être intra-articulaires. Pour s'assurer qu'elles ne le sont pas dans l'articulation radiocarpienne, il est préférable de réaliser une vue en inclinaison radiale. Sur la vue latérale, ici, il est difficile de déterminer si les vis sont dans l'articulation, mais en orientant le poignet latéralement à 20 degrés vers la plaque de la fluoro. Vous pouvez voir la surface de l'articulation clairement et être certain qu'il n'y a pas de vis dans l'articulation. La vis styloïde radiale est souvent un peu plus proéminente, donc vous saurez que vous pouvez choisir de la mettre en dernier ou simplement savoir que c'est celle-ci et vous assurer que vous n'êtes qu'unicortical en la plaçant. N'oubliez pas non plus votre derriage, car vous ne voulez pas que cela pénètre l'échancrure sigmoïdienne, ce que vous pouvez vérifier avec des vues obliques. Les tendons fléchisseurs peuvent aussi être irrités par les plaques de verrouillage volaire. C'est un article que nous avons publié avec Max Sang. Il s'agit de la classification de Sang, qui évalue la proéminence de la plaque palmaire par rapport à la ligne de partage des os. Idéalement, la plaque doit être proximale par rapport à cette ligne et non pas volaire par rapport à elle. Ainsi, si votre plaque est décollée de l'os, elle sera proéminente sur vos tendons fléchisseurs lorsqu'ils passeront par ici. Si la plaque est positionnée trop distalement et qu'elle dépasse la ligne de partage des os, cela peut également poser un problème. Ainsi, il est crucial de placer la plaque en amont de cette ligne et de s'assurer qu'elle est à niveau avec la corticale palmaire. Si vous devez aller plus loin pour capturer un fragment de fracture du bord volaire, utilisez une plaque plus petite pour ce bord volaire. Cette technique est faite pour ça. Ils sont moins proéminents. Si la plaque est proéminente ou que le patient a une crépitation, enlevez-la avant la rupture du tendon. Lors de l'opération, s'il y a un raccourcissement, vous avez deux options. Vous pouvez soit libérer le muscle brachioradialis, ce qui peut être parfois utile, soit détacher les tissus mous situés à l'arrière de la plaque. L'arbre permet parfois à ce segment distal de se mouvoir vers la direction distale. Cependant, vous avez aussi la possibilité d'employer cette technique qui consiste à insérer une vis à travers la plaque, ainsi que l'aspect distal de l'os. Pour un trou fendu, insérez quelques vis ou fils dans le segment distal. Effectuez une translation distale grâce à la traction, puis vissez de manière à ce que vous puissiez voir maintenant que la vis est située à l'extrémité très proximale. Vous avez probablement obtenu au moins 3 mm ou même plus de longueur, selon la taille du trou fendu dans votre construction spécifique. Cette méthode permet de gagner plusieurs millimètres de longueur, ce qui est extrêmement utile à réaliser. Parfois, il y a une translation, c'est-à-dire que la diaphyse est légèrement ulnaire par rapport au segment distal. Une méthode consiste à placer quelques vis en distal, à insérer une vis en proximale sans serrer, puis à utiliser un babyomon ou un écarteur laminaire entre les deux pour pousser la diaphyse radialement, ce qui la réduit. Et ça marche très bien. Parfois, il y a beaucoup de combinaisons. C'est pas visible sur la photo, mais s'il y a une lésion à l'emporte-pièce. Travaillez sur le plan de fracture ici avec une pince de homard. Et pronation de la diaphyse pour la libérer. Libérez le périos dorsal et dégagez-le en pronation. Ensuite, regardez la surface fracturée et réalignez les segments articulaires. Utilisez le carpe comme modèle. Poussez-les vers le haut, tassez-les, mettez une greffe osseuse derrière, puis ramenez la diaphyse radiale et placez une plaque en dessous. Cela fonctionne vraiment très bien. C'est aussi une technique précieuse dans le cas d'une fracture plus ancienne, peut-être à 3 semaines, où il y a beaucoup de cicatrices dorsales et où la réduction n'est pas aussi réussie. Vous pouvez libérer cette cicatrice et l'écarter pour obtenir une réduction bien meilleure. La surface articulaire est extrêmement importante, tant au niveau de la derriage que de l'articulation radiocarpienne. Il existe de multiples techniques de traitement, et il est crucial de bien y réfléchir et de les connaître. Je vais passer en revue rapidement. Réduction fermée et brochage, éclatement possible. Option économique et bonne. Inconvénient, irritation des broches, ralentissement. On ne peut pas bouger immédiatement, donc plâtrage pendant environ 6 semaines. Toujours une option à connaître pour la fixation externe. Je n'en fais pas beaucoup. Je ne pense pas que beaucoup de gens le fassent à notre époque, mais cela peut être extrêmement utile pour traiter les lésions des tissus mous. Je vais éviter de m'étendre trop sur le sujet, mais il est important de savoir comment réaliser un X-Fix si nécessaire et de travailler sur quelque chose de similaire. Vous pouvez même le faire de manière provisoire pendant que vous nettoyez les tissus mous, puis revenir plus tard pour effectuer une fixation définitive avec l'ORIF.
Parfois, une plaque volaire seule ne suffit pas, et il est nécessaire de combiner avec une plaque dorsale. Vous avez besoin d'un peu plus d'aide avec une styloïde radiale ou autre chose d'utile. Ensuite, il y a le type de plaque le plus récent, une plaque de pont. C'est presque comme une plaque de fusion du poignet, mais elle ne fusionne rien. C'est un X fixe interne. Elle se fixe à la diaphyse et à l'index ou au long métacarpien. Elle couvre la zone de perte de la lésion pour la traction. Il ne faut pas trop de traction pour que les doigts puissent fléchir. Cela nécessite une deuxième intervention, car il faut attendre la guérison de la fracture avant la chirurgie pour l'enlever. Il y aura donc une raideur du poignet. Évitez l'irritation du tendon. Assurez-vous que le poignet est bien aligné sur l'os. C'est une bonne technique à connaître. Les conditions associées. Il est crucial d'y réfléchir avec un radius dorsal. Il est toujours nécessaire de rechercher fracture de l'œsophage, lésion du ligament lunaire de l'œsophage, fracture de la styloïde cubitale. Souvent, ces fractures n'exigent pas d'opération, mais assurez-vous que votre DRG est stable. Une fracture du cubitus distal est parfois instable et nécessite une chirurgie, mais c'est rare. Et ensuite, les choses qui sont vraiment les plus urgentes, comme un tunnel carpien aigu, comme je le disais, c'est typiquement similaire à un syndrome de compartiment. C'est extrêmement douloureux et ça progresse, ça empire avec le temps. Les patients peuvent développer un engourdissement très dense et parfois même une faiblesse motrice notable. Cette condition nécessite souvent une attention médicale immédiate pour éviter des complications supplémentaires. Ces cas nécessitent une chirurgie d'urgence. La contusion du nerf médian est plus fréquente. Les patients ont des paresthésies non progressives. Je libère souvent le canal carpien lors de l'ORIF, mais ce n'est pas aigu. Parlons de quelques cas. Voici un cas de raccourcissement significatif. Il y a beaucoup de variances positives du cubital. Il y a une combinaison articulaire ici, il y a un retrait au niveau des articulations et il est clair que l'os spongieux va s'écraser car il est très court. En les rallongeant, un espace se crée ici dans le vide osseux métaphysaire. Mais c'est la fonction de la plaque de verrouillage volaire qui soutient l'os sous-chondral. Vous pouvez laisser ainsi sans greffer, sauf si nécessaire. Et avec le temps, cela se comblera, et la plaque est assez solide pour le supporter. Parfois, il y a un décrochement dans la surface articulaire. Vous voyez ici et ici. Et une possible atteinte de l'échancrure sigmoïde. Un scanner peut être utile ici. L'échancrure sigmoïde semble en bon état. La surface articulaire a un décrochement important, donc une ORIF est indiquée, mais une plaque de verrouillage volaire fonctionne très bien. Vous pouvez observer ici que si vous pivotez et pronatez pour dégager le chemin, vous parvenez à obtenir une vue très nette du drudge. Cela montre clairement qu'il n'y a aucun matériel présent dans le drudge, contrairement à cette vue qui est un peu plus difficile à interpréter. C'est un cas avec beaucoup de recul. Vous pouvez remarquer qu'il y a une blessure causée par un coup de poing à cet endroit précis. Il y a une comminution volaire, et c'est effectivement une comminution volaire. Le morceau de cortex retourné est presque 180, mais vous pouvez le retourner, pousser ces surfaces articulaires vers le haut, les soutenir, et cela suffira. Puis, il y a le cisaillement palmaire. C'est une lésion cruciale à identifier, car elle peut sembler bénigne. Mais cette fracture migre en proximale, entraînant la main de manière volitive et proximale, ce qui pose problème. Il faut donc opérer, comme on le voit ici, la situation s'aggrave. Ces cas sont idéaux pour une plaque de verrouillage palmaire. Vous pouvez la mettre en place. Elles sont instables, donc réduisez-la pour qu'elles tiennent sur le site. Réduisez-la, placez le tendon d'Achille. Posez la plaque, mettez des fils ou vis dans le segment distal, puis commencez par l'extrémité proximale et compressez avec des vis. En comprimant la plaque sur la diaphyse, la fracture se réduira bien. C'est une bonne technique. Fracture luxation très distale avec symptômes du nerf médian nécessitant une chirurgie. Il y a une petite plaque volaire. Ici, c'est un cas plus ancien, mais on voit qu'une plaque volaire a été utilisée. Ainsi qu'une seconde plaque sur la styloïde radiale. Elle devra être retirée plus tard, car elle est proéminente pour les tendons fléchisseurs. Voici une autre fracture du rebord volaire, avec une variante de Barton. On observe une petite fracture, assez comminutive. Cette opération a été faite ailleurs, et le patient est venu me voir à l'adresse après l'opération, car le chirurgien a vu qu'il avait raté ce fragment de fracture. Maintenant, il a bougé. Vous voyez sur le scanner que le lunatum n'est pas dans la fosse lunaire. Tout a migré vers l'extérieur. Lors de la chirurgie de révision, le chirurgien a retiré le matériel et utilisé cette petite plaque à rebord volémique qui, grâce à son profil bas, a capturé ce fragment très bien. Extension distale et le patient a bien récupéré. Parfois, les lésions sont très comminutives, la forme est plus impliquée, il faut alors faire autrement. Ici, une plaque en éventail a été choisie pour une mise en charge
Un fixateur externe est aussi possible. Il permet la ligamentotaxie, mais ne le gardez pas trop longtemps pour pouvoir bouger les doigts. Et il peut être révisé plus tard en ORF avec une plaque de verrouillage volaire. Ce patient avait une lésion scapho-lunaire. En plus de la plaque de verrouillage palmaire, le scapho-lunaire a également été traité. Ce patient présentait une fracture du col du cubitus. On se demande souvent si elle sera stable ou non, mais généralement elle l'est. Après avoir posé la plaque de verrouillage palmaire, on peut constater que le cubitus a été parfaitement allongé. Il est bien stable et a cicatrisé sans nécessiter d'autres interventions sur le cubitus. Cette fracture est un peu différente car elle est légèrement oblique et c'est pour cette raison que j'insère quelques vis qui ne sont pas dans la DRJ, qui est plus distale. Il s'agit d'une rupture de la DRJ. Donc même après la fixation du radius distal, la DRJ était très instable. Le coude allait bien, il a été cloué, et les clous sont laissés en place environ 6 semaines pour s'assurer que j'ai bien réduit et fixé la DRJ. Une irritation du tendon peut survenir soit au niveau du fléchisseur, soit au niveau de l'extenseur. Les patients se plaignent souvent de douleurs ou de crépitements. Si c'est le cas ou si vous le remarquez à l'examen, retirez le matériel. La raideur de la main peut survenir même après un traitement non chirurgical et est difficile à traiter tardivement. La prévention est cruciale. Les patients doivent immédiatement commencer les mouvements d'amplitude digitale. Je leur donne cette feuille, contrôle de l'œdème, élévation, sans oublier l'épaule et le coude. Pour la rééducation, avec une fixation stable, je commence par l'amplitude digitale, le contrôle de l'œdème, puis après 2 semaines, je fais bouger le poignet. Si la fixation est fragile, ce qui est rare, je peux ralentir le mouvement jusqu'à environ 4 semaines, puis le reprendre. Il est très rare que je dépasse ce délai. En résumé, les fractures du radius distal sont très fréquentes. Elles sont plaisantes à traiter et prévisibles si bien gérées. De nombreuses options de traitement existent. Connaître toutes ces méthodes vous aide, ainsi que votre patient, à choisir la meilleure selon ses besoins. La thérapie post-opératoire peut être un programme à domicile ou une thérapie formelle. C'est très utile pour de bons résultats. Merci pour votre attention.